Bonsoir Monsieur Blanc-Cardassac, bonsoir Manuel. Eh Bonsoir docteur, bien, bonsoir Diane. Diane, bonsoir. Manuel, bonsoir. Bon, là, vous vous rendez compte, on est obligé de faire des entretiens quasiment toutes les semaines maintenant. Oui, l'actualité est riche. Vu l'actualité, vu l'aggravation de la situation, vu tout ça, et puis tout se rajoute. Tout. Donc, je vous écoute. Allez-y. Alors ce sera un format un petit peu spécial puisque dans cette première partie d'entretien qui sera plus thématique, nous aborderons l'infiltration des milieux nationalistes et catholiques selon votre formule infiltration, neutralisation, déviation. Pouvez-vous revenir sur la genèse de cette formule? Bon, je crois que la première fois que j'ai réalisé ce qui se passait, et d'où est sortie ma formule, que je peux compléter d'ailleurs par destruction, donc infiltration, déviation, etc., destruction, c'est au spectacle de l'évolution de l'Église. C'est là que j'ai compris que, en fait, non seulement l'ennemi attaquait de l'extérieur en blasphémant, en tournant en ridicule tous les symboles religieux, etc., mais que finalement, le plus dangereux, c'était l'infiltration de l'intérieur pour en modifier le contenu, d'où ma formule. Et puis, bon, j'ai vu le même au sein du Front National, je l'ai vu progressivement dans les milieux dits nationaux ou soi-disant nationalistes, et pour terminer avec l'histoire de la stratégie de Zemmour et du ralliement d'Hervé Ryssen à la stratégie de judaïsation de la France. D'ailleurs, c'est à tel point que la conférence que j'avais faite sur le sujet a été interdite et que de ce fait, nous avons édité un DVD qui est à la disposition de tous ceux qui voudraient en savoir plus. Voilà. Je crois qu'elle est visible sur d'autres plateformes, sur Oui, BitChute, Je crois, non, etc. non, mais de oui. toute façon, on arrive. Bon, malheureusement, ça n'a pas la même couverture que YouTube. Bon, mais il faut un début à tout. Il faut que les gens s'habituent à, quand ils voient que c'est censuré sur YouTube, qu'ils prennent l'habitude d'aller sur Odyssey, Odyssée. ou sur BitChute, Bitchute. je sais pas moi. Je crois qu'il y en a d'autres et il y en a. On m'a signalé d'autres aussi, donc il faudra voir et étaler le plus possible la publication de nos vidéos. Alors, pour revenir sur l'infiltration et la déviation, finalement, ça va dans la continuité du travail de votre père avec l'Église occupée. Ah, tout à fait, parce que en fait, le livre de mon père, l'Église occupée, il commence à peu près à l'époque d'Erasme Spinoza, qui ont été les premiers, disons, dans l'optique de libéralisation dans l'Église. Et d'ailleurs, il y a un mot terrible de Richelieu. Je crois que ça correspond. Je ne sais plus lequel des deux ça touchait. Il disait que si on l'avait empoisonné, ça aurait épargné beaucoup de sang à l'Europe. Ah oui, quand il parlait de Luther. Oui, de Luther. Vous avez Luther. raison. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc, mais autre époque, autres hommes, autres époques. Il est évident qu'à l'époque, ceux qui défendaient l'Église catholique savaient le faire. Et puis tout ça a été édulcoré petit à petit, bons sentiments par-ci, bons sentiments par-là, et on ouvre la porte, et bien entendu, les nids se précipitent, résultat, Vatican II et la suite. Et Vatican II a pu avoir lieu parce que depuis 1789, la Révolution, il n'y avait plus de pouvoir séculier pour Tout, défendre l'Église. c'est justement, faites bien de revenir là-dessus, c'est d'ailleurs ce que je propose à la réflexion, c'est qu'à partir de 1789, l'Église n'a plus de pays compatibles pour l'aider, pour la défendre. Et alors, quand on voit un petit peu l'histoire de France, à travers l'histoire de France, le nombre de rois de France qui ont défendu très souvent l'Église malgré elle, l'hérésie d'Arius,
qui a donné l'arianisme, ce qui n'a rien à voir avec les Ariens, etc., etc. Philippe le Bel, par rapport aux Templiers. À chaque fois, c'est un roi de France qui a forcé la main à l'Église et qui a fait le ménage pour l'Église. Donc, très bien de rappeler cet élément-là. Très important. Est-ce que y a-t-il eu des situations où c'était l'inverse, l'Église faisait le ménage pour la France? Bonne question. Il rendait l'appareil. Bonne question. Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas parce qu'il y a eu des époques où les deux étaient compatibles, où les rois de France n'ont pas été obligés de forcer la main de l'Église, mais ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas, je ne vois pas d'exemple. Peut-être les sauront répondre. Ben, j'attends ça avec curiosité. On en parlera lors d'un prochain entretien si quelqu'un apporte une réponse à cela, mais franchement, je ne vois pas. Alors, certes, si peut-être, oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut en parler. On peut dire que les deux derniers papes que je considère comme ayant fait leur travail ont été Pie IX et X. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, ils ont remonté les bretelles à la France, républicaine déjà, et aux catholiques de France qui se laissaient faire. Donc, dans ce sens-là, oui, on peut, oui, oui, oui. Ce sont deux exemples probants. Entendu. Manuel, je te laisse poser la question suivante. Oui, la question suivante encore avec nos milieux. Vous avez consacré votre dernier éditorial de la politique à dénoncer le lien d'Hervé Ryssen avec la juive Eva Sayag. Pouvez-vous revenir sur ce qui vous a poussé il y a plus de 2 ans à dénoncer la tactique d'Éric Zemmour de judaïsation de nos milieux, suivie de ralliement d'Hervé Ryssen à cette stratégie? Oui, alors c'est dans le numéro 3486 de Rivarol du 12 novembre. Donc tout un chacun peut se rapporter à cela. C'est ça qui m'a fait réagir. Bon, donc je ferme cette petite parenthèse. Alors, pourquoi il y a 2 ans, même je crois plus que ça maintenant, j'ai commencé à réagir? Alors j'aime bien m'appuyer toujours sur des textes et je reprends entre autres dans mon éditorial du numéro 212 de novembre 2019. Alors je vais vous citer quelques petites phrases d'Éric Zemmour, notamment dans Un destin français. Alors, citation. Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. Est-ce que vous réalisez ce que cela veut dire comme mensonge historique? C'est pas alors que l'on sait que les rois de France, du fait des trafics, l'usure entre autres, des trafics d'êtres humains, de la juiverie en France et des insurrections populaires qui en résultaient, ont été obligés périodiquement de mettre les communautés juives à la porte. Alors, curieuse entente quand même. Et Zemmour poursuivait, les deux nations sont condamnées sous peine de mort à retrouver leur intimité ancestrale. Là encore, en plein mensonge historique. Et puis, je ne vais pas reprendre tout l'éditorial, mais enfin, encore une petite citation, Zemmour qui concluait par cette menace. Si la France ne suit pas la politique israélienne, elle sera détruite. Ça le mérite d'être clair. Oui, c'est très clair de sa part, mais qu'est-ce que... Cela ne vous rappelle pas ce que déclarait la ministre israélienne, je ne sais plus si c'était de la justice ou de l'intérieur, Ayelet Shaked, qui menaçait Poutine que s'il n'obéissait pas à Israël, ce serait sa peine de mort. Je vous cite ça de mémoire. Donc, vous voyez,
Ils sont obsédés. Si on ne leur obéit pas, eh bien, nous serons détruits. De toute façon, si on leur obéit, on sera aussi détruits. C'était l'époque où Zemmour parlait de l'opération Ronce pour nettoyer les banlieues. Exactement. Oui, qu'il fallait. À la manière israélienne. Diane, l'opération, quand il parle de l'opération Rose, c'est son livre antérieur qui s'appelait Un quinquennat pour rien. Oui. Non. Et d'ailleurs, il était question déjà du général Pierre de Villiers, avec lequel Zemmour se vante d'avoir de très bons contacts, ce qui ne m'étonne pas du tout, du tout, du tout. Vous savez ce que je pense du général Pierre de Villiers comme pièce de rechange pour la République. On en parlera prochainement. Peut-être si vous en parlez, on en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Oui, alors, pour en revenir rapidement sur les... Attendez, Manuel, donc c'est là-dessus que j'ai commencé à réagir. Et à ma grande surprise, tout de même, alors que je m'étonnais tout de même d'une présentation historique, soit par ignorance, soit par volonté de tromperie. Je m'étonnais tout de même de ces textes, ces trois phrases que je vous ai citées. Et quel n'a été mon étonnement et mon indignation de voir comment Hervé Ryssen s'est fendu d'une vidéo pour répondre, mais surtout en m'insultant, en souhaitant ma mort, et je rappellerai encore que l'on aille déféquer sur ma tombe. Sans oublier les menaces pour mes collaborateurs, dont vous étiez, vous aussi, Diane, à l'époque. Donc voilà ce qui m'a fait réagir. Je regrette beaucoup. Quand je dis une chose, j'ai les documents. Je viens de vous citer justement ces trois textes, ils ne sont pas les seuls, de Zemmour, qui ont expliqué la démarche de mise en garde. Alors, mon étonnement aussi, c'est pas simplement de la réaction furieuse, hystérique de Ryssen, c'est de voir comment les milieux dits nationaux ou soi-disant nationalistes, y compris dans les colonnes de Rivarol, n'ont pas tellement prêté attention à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces milieux dits nationaux ou nationalistes? Ne sont-ils pas justement eux-mêmes contaminés? Je pose la question et je pense avoir été très clair aussi avec Jérôme Bourbon dernièrement. Non, mais ils vont dire, par exemple, vous exagérez, Hervé Ryssen a quand même écrit de nombreux livres contre le judaïsme. C'est du passé, justement. Ce qu'on lui reproche, c'est par son ralliement à Zemmour de contredire tout ce qu'elle a écrit. D'où la formule quelque peu ironique que j'ai déjà utilisée. Quand je dis que puisque, bon, pour Ryssen, tout ce qu'il a écrit était nul et non avenu, qu'il fallait faire ami-ami avec Israël, Zemmour et Golnadel et compagnie, ces livres n'avaient plus lieu d'être, il n'avait plus qu'à les envoyer au pilon. Oui, mais sur son ralliement, à proprement parler, il a quand même pris des pincettes parce qu'il disait, bon, là, Zemmour n'est plus très juif quand il dit ça, mais là, bon, il reste quand même juif. Tout dépend des propos qu'il donne, etc. Alors, attends, Diane, excuse-moi, mais il avait dit que Zemmour n'était pas très juif, qu'il était à l'opposé de la communauté juive. Éric Zemmour est en marge de la communauté juive, à l'extrême marge de la communauté juive. On se demande même s'il n'est pas en train d'en sortir. Oui, alors, non, tout à fait, bien sûr. Oui, ça, donc il a fait quand même, on va pas dire la propagande, mais la défense. Et quand un mec me dit qu'il se sent juif à 2%, eh bien, je dis qu'il n'est pas très juif. Comme Zemmour, tu vois, c'est ce qui me distingue encore d'égalité et réconciliation. Moi, j'aime beaucoup Éric Zemmour. La défense, il ralliait ce que disait Zemmour, malgré qu'il a fait une vidéo qui s'appelle, je crois, Ryssen sur Zemmour, où il reprend certains détails dont vous venez de citer, docteur, notamment l'histoire de Saint-Louis, le roi juif, etc., etc. Donc, oui, bravo. Là, il a fait une mise au point là-dessus. Par contre, voilà, c'est sur la tactique de Zemmour.
il l'a rallié, il n'a pas trop, il ne sait pas trop, comment expliquer, il ne s'est pas trop prononcé. Oh, oh, oh. On a toute une série de captures d'écran de Rissen, insistant toujours en la défense de Zemmour, et vraiment en disant, il y en a une dans laquelle il dit oui, il faut s'allier avec les Juifs ou un truc comme ça. Non, 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 c'est clair et net, ça je regrette beaucoup. Il faut s'appuyer sur les bons Juifs qui dénoncent l'immigration. C'était pas un bon Juif, Zemmour, Golnadel et compagnie. Et probablement c'était Eva Sayag qui tourne autour de lui. Non, j'allais y venir, alors si vous voulez le commenter, Diane, allez-y. Ah, je vous en prie, non, c'était votre article éditorial. C'était mon article, mais je suis un auteur indirect, puisque c'est un de nos correspondants qui nous a apporté cette information. Et effectivement, quand on regarde sur certaines captures d'écran des déclarations de Rissen, on trouve trace des contacts entre Rissen et cette Eva Sayag, qui change de nom, d'ailleurs, c'est très intéressant. Et pourquoi changer de nom si on est droit dans ses bottes? Un petit problème, il y a une opération de camouflage. Donc, c'est de l'entrisme dans nos milieux pour aboutir à une politique de collaboration avec Israël. Et toute la stratégie, en fait, la stratégie de Zemmour, c'est quoi? C'est dire aux Français qui commencent à en avoir par-dessus de la tête de l'immigration et de son aspect apparemment criminogène. Vous savez ce que je dis des attentats sous fausse bannière. Que s'ils veulent se préserver de cet islam, il faut s'allier à Israël. Alors je rappelle, et j'attends toujours que Zemmour, Rissen, Golnadel et d'autres viennent fustiger leur propre intelligentsia, c'est-à-dire les Attali, les Minc, les BHL, etc., qui ont poussé et qui poussent toujours à l'immigration en France. Alors, le problème, et là encore, je vais me répéter pour la énième fois, mais il faut répéter, comme disait le maréchal Pétain, les Français ont la mémoire courte. Maintenant, avec cette immigration, qui du fait des crimes d'Israël en Palestine, devient de plus en plus antisémite, en France notamment, alors les Juifs, Jean Zemmour, Jean Golnadel, prennent peur. Et je rappellerai une citation que j'ai donnée dernièrement de Golnadel, que je cite de mémoire, dans laquelle il disait qu'il faudrait forcer les catholiques à se battre contre l'islam. Oui, attendez, je vais vous la redire. Ouais, dites-la et vous pourrez la mettre en encart. Il faut, alors citation de Golnadel dans son livre Réflexions sur la question blanche, publié en 2011. Je cite, « Il faut embarquer les chrétiens dans notre guerre contre le monde musulman, afin que triomphe la démocratie sur toute la terre. » Voilà. Oui, donc la démocratie égale Israël. Oui. C'est totalement vrai, puisque le moteur de la révolution dite française, ça a été le complot juif. Et alors, pour me faire toujours l'avocat du diable, en quoi cette stratégie s'appuyer sur les juifs qui en ont marre de l'immigration pour préserver le peuple français de l'immigration n'est-elle pas viable? En quoi est-ce que c'est une fausse stratégie? Une mauvaise stratégie parce qu'on pointe du doigt les faits, pas la cause. Alors, je répète, qui impose cette immigration continue? D'accord, mais là, avec le flux d'étrangers de plus en plus important, le français est en train de disparaître. Est-ce que du coup, vous ne pourrez pas s'allier, céder ou effectivement tomber dans la stratégie zémourienne de dire battons-nous avec la méthode israélienne pour dégager le problème premier qui est cette immigration-invasion et ensuite régler le problème qui est à la tête? Diane, vous faites très bien l'avocat du diable. Je vous répète, j'attends que Zemmour, Golnadel, Rissen et autres comparses
fustige cette intelligentsia juive qui a poussé, qui pousse toujours à l'immigration. Qui est au pouvoir en France? Un certain Emmanuel Macron, dont on connaît les origines. Quels sont ses principaux ministres quand on regarde de près? Il y a une majorité d'une certaine communauté, avec des noms français. Mais il faut le savoir. Donc, moi je veux bien, mais je ne vois pas comment on peut éteindre un incendie avec l'incendiaire. Oui, ou c'est comme si on voulait fermer la porte, mais que le portier la rouvrait toujours derrière nous. Donc, Si vous voulez, c'est une autre oui. image. Non, non, mais parce que on pourrait dire, bon, aidons-nous des juifs pour justement éteindre l'incendie, mais eux remettraient de l'huile Mais sur le feu. ils ne le feront pas. Ils veulent se débarrasser d'un certain islam qui les dérange, qui est d'ailleurs un islam qui très souvent est compatible avec nos analyses, parce qu'ils se rendent compte que tout ça, c'est le travail en vue du nouvel ordre mondial. C'est la démarche mécanique. Et un certain nombre de musulmans, tout au moins de l'élite musulmane, comprennent ça. Ben, écoutez, c'est pas moi qui ai inventé Youssef Indy, il l'a compris tout seul. Enfin, peut-être qu'il l'a compris après avoir consulté mes textes, je n'en sais rien. Mais voilà un exemple encore. Il ne faut pas mettre tous les musulmans dans le même panier. D'ailleurs, je permets de me rajouter une chose, ce qu'il a. Alors, je ne sais pas si c'est dans sa dernière vidéo ou dans l'entretien qu'il a accordé à Rivarol. Il y a un moment donné, il dit le but d'Éric Zemmour et de BHL, c'est de suicider la France. Exact. C'est de mémoire. C'est de suicider la France par l'action, par les actions que, pour eux, sont nécessaires aux Français pour survivre, pour tenir le pays, etc., etc. Ils cherchent à suicider la France, à provoquer, on va dire, une guerre civile. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui est poussé de tous les côtés. Et je suis stupéfait de voir sur les réseaux sociaux tous les jours des gens qui se plaignent que Zemmour ne soit plus écouté et plus diffusé à la télévision. Pour eux, ce n'est pas assez. Et comment osons-nous mettre en doute ce qu'il dit? Il ne faut pas. C'est du complotisme, c'est exagéré. Des gens du quotidien. Oui, non, Ils laissent des commentaires. Ce sont les gens qui ne connaissent pas le dessous des cartes et qui réagissent au premier degré. C'est ça le problème, c'est ça le drame. C'est pour ça qu'on est là pour leur dire attention, vous êtes trompés, voilà ce qu'il y a derrière. Et les gens aujourd'hui, on dirait, écoutez, je vais utiliser un terme, j'aime pas trop, sont feignants. La plupart sont feignants. Ils sont entièrement d'accord, Manuel, entièrement d'accord. Merci de le signer. Ils sont à bêtiser aussi sur ça. Oui, ils veulent, non mais Diane, ils veulent qu'on leur serve les infos sur un plateau. Ils ne font pas le moindre effort pour chercher quoi que ce soit, pour comprendre quoi que ce soit, pour se cultiver un minimum, rien du tout. Ils allument la télé, ils mettent CNews, il y a Zemmour parle. Ah oui, le Seigneur est là. Excusez-moi, bon. Mais voilà, monsieur a parlé. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Peut-être pas, mais c'est pas grave. Ça me semble bien. Manuel, merci de souligner cet aspect-là, malheureusement. Mais le problème, c'est que ces malheureux ou ne savent pas ou ne veulent pas savoir qui pousse à l'immigration constante en France. Ce sont les mêmes qui ont poussé à la décolonisation. Or, l'immigration-invasion est la conséquence de la décolonisation gaulliste. Qui étaient à l'époque les soutiens du FLN? Toute cette presse de gauche, de Libération, du Nouvel Observateur, de l'Express, etc., qui est tenue par qui? Par quelles élites? Vous voulez répondre? On a compris. Ah bah si, c'est même pas la peine de répondre. Tout le monde a compris. Comme je dis régulièrement, vous voulez un petit dessin ou une caricature de profil? Alors, pour continuer sur le profil trouble de Rissen, donc, que vous avez bien dénoncé dans votre éditorial de la politique, et compte tenu de ces révélations sur les contacts juifs d'Hervé Rissen, notamment avec cette Eva Sayag, comment expliquez-vous que Jérôme Bourbon, dans l'avant-dernier numéro de Rivarol, continue de le soutenir
faisant allusion dans un encart au judéologue Hervé Ryssen. Est-ce que ce n'est pas occulter son retournement philosémite? Exactement, ben, j'attendais ça que vous le disiez. C'est... J'ai eu une longue discussion, par écrit d'ailleurs, par mail interposé avec Bourbon. Et je lui ai apporté, évidemment, il reçoit la politique, puisqu'on fait l'échange entre la politique et Rivarol. Donc il sait très bien ce qu'il en est. Il sait très bien que je ne suis pas le seul à l'avoir prévenu, puisque même au sein de Rivarol, certains qui me l'ont dit l'avaient mis en garde. Et c'est d'ailleurs Bourbon lui-même qui l'a reconnu, que d'autres autour de lui lui avaient dit. Alors, comment expliquer cette attitude de Bourbon? Il y a plusieurs pistes éventuelles. Premièrement, je crois qu'il a un entourage, un autre entourage, parce que Rivarol n'est pas quelque chose de monolithique. Il a un entourage qui lui fait peur. Physiquement, je le sais, il nous l'a dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un élément. Deuxièmement, alors ça c'est l'excuse qu'il donne, c'est que Ryssen a été condamné pour avoir écrit des livres, etc., etc., etc. Bon. Et que c'est au titre de la condamnation contre cette condamnation au titre d'un écrit, donc contre la liberté de parole, que Bourbon s'élève. Bon, je savais très bien quel est le communiqué que nous avons fait à ce sujet-là. Oui, liberté d'expression. Nous sommes bien entendu pour la liberté d'expression, mais ce n'est pas pour autant qu'on va défendre Ryssen, qui a viré kazakh, comme on dit vulgairement. Hein? Alors, évidemment, ce qui m'a fait réagir et ce qui nous amène aujourd'hui à remettre une louche, si j'ose dire, c'est que dans le numéro que j'ai cité tout à l'heure, 4000, je ne sais pas combien, Bourbon, dans un encart, ce que vous avez dit vous-même, fait allusion, enfin, c'est une défense de Ryssen, du judéologue Ryssen. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il escamote le fait que Ryssen a, de par sa démarche avec Zemmour, avec Goldnadel, gommé ce qu'il avait écrit précédemment. Donc, c'est occulter son revirement de la part de Bourbon. Et c'est ça qui est inacceptable. Alors, il peut le prendre comme il voudra, je me contrefiche éperdument, alors qu'il sache aussi, c'est pas la peine qu'il vienne me rappeler qu'il m'a interviewé sur 2 grandes pages. Bon, c'est très bien, d'ailleurs, ça a été très bien accueilli par, apparemment, vu la vente des livres que ça a provoqué, beaucoup de lecteurs de Rivarol. Donc, il ne croit pas que les lecteurs de Rivarol sont tous à plat ventre devant Ryssen. Ce serait bien de se méfier. Excusez-moi pour clarifier vos propos, vous reprochez à Jean Bourbon d'avoir tourné kazakh lui-même? Non, Ryssen. Ryssen. Mais à la limite, dans la votre numéro où Bourbon défend Ryssen, c'est ça que je veux dire, je ne me suis peut-être pas clairement exprimé, il couvre le revirement de Ryssen sous prétexte de défendre la liberté d'expression. Et là, je ne suis pas d'accord. Et puis aussi les agissements très malsains et malvenus d'un homme se prétendant nationaliste, de dénoncer et de donner en pâture les noms de mon propre nom et d'autres personnes. Alors justement, dans la tartine que Bourbon m'a envoyée suite au texte que je lui avais envoyé très froid, en lui disant que bon, tant pis pour lui, il en avait marre, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Il a larmoyé en disant oui, mais je suis d'accord, parce que je lui ai rappelé justement ces insultes et ces menaces de mort, y compris vis-à-vis de mes collaborateurs. Et donc je lui ai rappelé ça. Alors il s'est mis à larmoyer en disant oui, bien entendu, je ne suis pas d'accord avec. Mais tout ça, ce sont de bonnes paroles
en privé. J'attends qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent dans Rivarol, ou qu'ils le disent lors d'un de ces entretiens avec certain Rouennais, qui est un tout de même curieux personnage. Je ne sais pas si vous allez m'interroger là-dessus, mais il a encore sorti une bafouille contre les complotistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce milieu de Rivarol? Il y a un problème. Et je dis à Bourbon, attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Donc le judéologue Hervé Ryssen, pardon Manuel, tu allais dire. Ah non, j'allais juste poser une question, mais tu peux continuer Diane, parce que moi je voulais juste poser la petite question. Comment se fait-il que vous êtes, vous docteur, le seul à exprimer, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le prenez, vous soyez vous le seul à affirmer ce que vous dites en public concernant Hervé Ryssen, alors que vous savez, je sais qu'il y a des gens qui vous ont informé que d'autres personnes en privé se sont étonnées aussi de ses prises de position vis-à-vis de Zemmour. Il y a d'autres personnes, mais publiquement, ils ne le disent pas. Alors, publiquement et sur la même ligue que vous, il y a Amalek. Oui, c'est ce que j'allais répondre. Oui, Amalek. Manuel, exactement, oui. Amalek. Mais c'est le seul. Mais je voudrais rappeler, d'ailleurs, à moins que je ne me trompe, vous me corrigerez si c'est le cas, que certains ont voulu casser la figure à Amalek. Oui, et notamment des amis de Ryssen, ou on ne sait pas, c'était très curieux. Voilà, et justement cette information que je voulais que vous développiez. Parce qu'en fait, Hervé Ryssen est assez proche d'un type nommé Frédéric Jamet, qui est lui-même une barbouze avérée. Vous avez creusé le dossier sur Frédéric Jamet? J'ai creusé le dossier, enfin j'ai vu ce que vous m'aviez envoyé. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, c'est un individu qui était membre du Front National. Ah, tiens, comme c'est curieux. Et ce qui ne me surprend absolument pas, puisque justement, j'ai vécu ça de l'intérieur quand j'y étais encore, avant que je ne claque la porte. Et donc, c'est vraiment la barbouzerie dans les milieux dits de droite, ce qu'on appelle au sens large nos milieux, etc., qui ne sont plus milieux. Lui, Frédéric Jamet l'a avoué publiquement lorsqu'il avait un procès ou quelque chose comme ça. Il l'a dit, non mais laissez-moi tranquille. Alors, il y a une photo aussi qui accompagnait le document que vous m'avez envoyé. Vous voyez une photo où il y avait Ryssen, il y avait le Dominique Jamet, il y avait un garçon qui un jour était apparu lors d'une conférence pour faire une mini entrevue, Kevin Licata. Oui. Donc, c'est le genre d'individu qui se promène à droite et à gauche. Enfin, bref. Donc, c'est très intéressant de voir justement la proximité entre Ryssen et Frédéric Jamet. Oui. Démonstratif. Ryssen la barbouzerie. La barbouzerie, oui, tout à fait. Des agents provocateurs également, parce que quand on voit comment agir vers Ryssen accompagné de Benedetti lors de la manifestation anti-PMA, où ils se sont mis à casser le micro du petit journal. C'est le quotidien, c'est le petit quotidien, c'est le quotidien. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais moi, travaillez, moi aussi je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne dormez pas, merci. Vous avez changé d'équipe là? Vous avez changé d'équipe? Non, vous avez changé d'équipe. Le petit quotidien, c'est du beau matos ça. C'est du beau matos ça. Ah, c'est du beau matos. Non, c'est ça. C'est du beau matos ça. T'es en train de me casser. T'es en train de me casser. Tu l'as juste cassé en fait. Tu l'as juste cassé, hein, c'est ça. Non, on va se faire insulter. Désolé, monsieur. Désolé, je suis désolé, c'est fragile. C'est bon, il était pas cassé, c'est bon. Tout à fait. Excellent. C'était malaisant. Et on avait honte de
Enfin, on ne peut pas les qualifier de nationalistes. Enfin, ils n'ont rien de. Mais ils ne le sont pas, ni de près ni de loin. On aurait Mais dit des les idiots. provocateurs, vous savez très bien ce que je dis de Benedetti depuis des années et des années. C'est un provocateur qui a réussi à torpiller ce qui restait de l'œuvre française, qu'il a réussi à faire interdire par Manuel Valls, par ses outrances. Et puis, il y a tout de même une chose qu'il faut souligner encore à nouveau, c'est que lors de cette agression du journaliste, ni Rissen, ni Benedetti n'ont été arrêtés. Comme c'est curieux. Alors, Du journaliste. Oui, non, c'est vrai, dans cette agression, ils n'ont pas eu de suite, apparemment. Comme lors des manifestations non, pas du des tout. Gilets jaunes où on voit Rissen se parader, etc. Passer entre le filet de cordon de sécurité Tout à de fait. police. Les Gilets jaunes qui sont autour sont parfois arrêtés et lui, il passe toujours à travers. Les gars, décalez, décalez. À tous, on décolle. La mise à droite, La 2 à droite. Vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux quand même? Et puis, il fait la une de Paris Match aussi, n'oublions pas. Et c'est la une de Paris Match. Et c'est ça qui m'exaspère. Bon, De la pure propagande. Hervé Rissen en une du Paris Match avec un gilet jaune, un drapeau tricolore, donc un drapeau maçonnique, shooté par un photographe de Paris Match et non pas shooté par un flashball. Ça, c'est de la pure propagande. Alors pourquoi c'est de la propagande? Parce qu'à l'époque, donc en décembre dernier, les policiers, les CRS avaient tout loisir de faire un carton sur Rissen aussi bien que sur Benedetti, Yvan. Mais bien sûr, non, ils n'ont strictement rien eu. Pas de flashball pour eux, alors qu'en fin de compte, beaucoup d'autres se sont pris des flashballs dans l'œil, et eux non. On va dire ils ont été un peu babysités par les CRS, malgré leurs provocations. Donc oui, pour moi, c'est de la pure propagande. Maintenant, Hervé Rissen et Yvan Benedetti sont totalement sous bonne garde. Ils sont complètement utiles à ce système. Donc c'est des idiots utiles de cette République. je vous dirais, franchement, j'aime bien Bourbon parce qu'il a des qualités, mais il y a un aveuglement chez lui que je n'arrive pas à faire tomber. Et là, ça m'interpelle et il n'a pas fini d'en entendre. Et on sait très bien. Je le dis poliment. Oui, de toute façon, vous le dites toujours les choses poliment, vous n'insultez jamais personne. Contrairement à certains, mon égard. Oui, en effet. Certains qui après vont vous reprocher de cracher sur tout le monde, il faut revoir la définition de cracher. Mais bon. Diane, on passe à la prochaine question peut-être? Oui, je t'en prie. Ok. Et pour vous, docteur, prochaine question. Quel peut être le rôle de Ivan Benedetti? Je crois qu'on y a quelque peu touché à l'instant. Je répète, c'est un provocateur et son rôle est là. En fait, il occupe le terrain, d'ailleurs, quelqu'un que je connais très bien, que vous connaissez aussi, tout au moins vous, Diane, je crois, André Gondillon, a eu toutes les peines du monde à se débarrasser de lui, notamment tant que Pierre Sidos était là, qui le couvrait, puisque c'est Sidos qui a nommé Benedetti comme son successeur. Donc c'était la vache sacrée. Benedetti est un provocateur. Et comme Rissen, pour moi, ce sont deux personnes qui sont très utiles au pouvoir pour caricaturer les milieux nationalistes.
Et je crois que dans un document aussi que vous m'avez envoyé, on voit ce primaire provocateur de Benedetti se promener avec un t-shirt avec le portrait de Rissen sur le poitrail. Oui, la photo qui transpire l'intelligence. Ça transpire l'intelligence, j'aurais beaucoup. Je ne fais pas nécessairement l'élitisme, mais enfin, nous venons avec des faits et un raisonnement basé sur des faits. Or, personne, que ce soit de ce que l'on appelle notre sphère, nos milieux, etc., que ce soit parmi nos ennemis, authentiques, enfin institutionnels si j'ose dire, n'ont été capables de démontrer que je mentais et que vous mentiez en m'accompagnant. Voilà. Vous savez aussi... Menace, bon, j'ai pas encore eu affaire à des gros bras pour me casser la figure, comme ça a été le cas notamment pour Forisson et pour Amalek. Vous savez, je m'en contrefiche éperdument. Je fais ce que j'estime devoir faire. Après, c'est entre les mains de la Providence. Mais vous n'estimez pas, docteur, que c'est comment dire, quelque chose, c'est un acte lâche? Parce que pour moi, personnellement, je trouve que ce ne sont que les lâches qui le font. Incapables d'argumenter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer 3 ou 4 personnes pour aller casser la figure à monsieur X ou Y. Comme ils ont fait pour Malek, d'ailleurs. Exactement, oui. Ce que je viens de rappeler. Et Forisson à des époques différentes, et Amalek du fait de tout ce qu'il a découvert et qu'il nous transmet, et je tiens à le remercier. Et même, attendez, énormément son travail de fouille, de déminage, parce que c'est un véritable travail de déminage, pour démontrer qui est qui dans cette nébuleuse de la droite dite nationale et nationaliste. Non, heureusement qu'il y a des personnes comme Amalek qui font un travail, qui sont dévouées, qui font un travail remarquable. Et il faut préserver au maximum son anonymat. Malheureusement, certains savent. Oui, je crois qu'ils ne le cachent plus tant que ça. Mais... Ouais. Et vous savez aussi, un des arguments, c'est de dire que le Rissen a fait la une de Paris Match, c'était par hasard. Mais vous savez que c'est pas possible. C'est ce qui a été dit, Diane, par le photographe de Paris Match, qui l'a pris en photo, qui ne savait même pas qui c'était. Oui, mais sauf que le directeur de publication de Paris Match est un type qui va trouiller dans les milieux d'extrême droite, donc il doit très bien connaître et savoir. Attendez, il faudrait que je retrouve le... Bravo, Diane, pas mal. Bravo. C'est encore ce cher Amalek qui nous a renseigné là-dessus. Bravo Amalek. Oui. Alors attendez, il faudrait que je retrouve exactement les liens qu'il a eus avec l'extrême droite, mais ce type-là ne pouvait ne pas savoir qui était Hervé Rissen et ne pas savoir que le gilet jaune qu'il mettait en photo était un illustre inconnu. Vous savez bien, il ne faut tout de même pas rêver, quand on sait quelle est la police de la pensée qui existe, hein, la police juive de la pensée, comme disait la juive Annie Krigel. C'était dans les colonnes du Figaro dans les années 90, si mes souvenirs sont exacts. Donc, elle avait bien pointé du doigt qui était la force qui surveille tout ce qui sort. Oui, pensez bien qu'une revue du calibre de Match n'a pas publié cette photo sans l'aval, justement, de cette police juive de la pensée. Il ne faut pas rêver. Hein? Quand on voit que pas plus tôt qu'un document sort, il est, par exemple sur Internet, il est censuré. Je pense que vous parlerez tout à l'heure du document Hold Up. Et c'est encore un exemple. Oui, tout à fait. Non, mais si tous ces gens-là sont furieux, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils sont incapables de nous répondre. Donc, ils essayent de faire peur. Voilà. Alors, il y a ceux qui ont peur,
ce qui pourrait expliquer l'attitude de Bourbon. Je le regrette beaucoup, sincèrement. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas peur. Alors, question suivante. Christian Boucher, autre personnage trouble, est un autre exemple d'homme dissimulé. Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Alors, pour commencer, un petit rappel. On a parlé à l'instant de Benedetti, vous me posez maintenant la question sur Boucher, il y en a d'autres. Tous ont soutenu les injures et les menaces de mort de Ricin à mon égard. Boucher en fait partie. Il se serre les coudes. Alors, Boucher, la première fois que je me suis penché sur son cas, c'est quand j'ai commencé à écrire mon bouquin sur la maçonnerie. Et donc, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait comme obédience maçonnique et comme de structures plus ou moins paramaçonniques cryptées. Et parmi ces organisations, bon, c'était pas tellement crypté, tout de même, c'était une obédience connue, l'Ordo Templi Orientis, dont le gourou était devenu un certain Aleister Crowley, qui était, il est mort maintenant, qui était un Anglais homosexuel et luciférien. Donc, l'Ordo Templi Orientis est une structure maçonnique luciférienne qui fait partie justement de cette haute maçonnerie que je dénonce, dont je dénonce le satanisme et l'aspect luciférien. C'est la même chose, disons que c'est une tautologie. Ce qu'un certain Bernard Anthony a osé nier dans son livre Les pseudo-vérités sur la maçonnerie. Donc, quand j'ai creusé la question sur l'Ordo Templi Orientis, j'ai découvert que le correspondant en France était un certain Christian Boucher. Et tout ça, vous le trouverez dans mon livre, La maçonnerie, ainsi que bien d'autres choses. Alors, quand il vient essayer de botter en touche ceux qui ne trompent que les imbéciles, ou ceux qui ne veulent pas voir, il perd son temps, en tout cas avec moi. Et vous avez fait un travail de recherche encore assez remarquable, Diane. Vous avez repris toutes des affichettes où il se présentait comme un défenseur de telle ou telle structure traditionnaliste. Je crois que c'était Saint-Pidis où il. Surtout Saint-Pidis. Et c'est-à-dire que sur son compte Instagram, on peut voir qu'il prend des photos de sa venue à Lourdes, sa participation à Lourdes au pèlerinage des 50 ans de la fraternité. Il a pris en photo les petits livrets pour le cinquantenaire de la fraternité. Bon, voilà, c'est un bon catholique traditionnaliste d'après ses photos. Oui, c'est ça. Mais moi, j'attends toujours qu'ils disent noir sur blanc qu'il n'a jamais fait partie de l'Ordre Templi Orientis, ou que si il en a fait partie, il la désavoue totalement aujourd'hui. J'attends. Oui, il suffit de voir les livres qu'il publie pour comprendre. Il n'y a même pas besoin de lire le livre. C'est une apologie de l'ésotérisme. Et c'est une raison, et ça je livre cette déclaration à tous ceux qui me demandent « Et pourquoi vous ne vous unissez pas avec Alain Soral ?» Je dis c'est exclu, car Alain Soral soutient Christian Boucher depuis des années. Il n'y a même pas 2 ans encore, il l'avait invité, ou 1 an, il l'avait invité à faire une conférence, je crois que c'était à Nantes. Non, à Lille. À Lille. À Lille. À Lille, je sais pas, oui, peut-être à Lille, mais peut-être ailleurs. Peu importe. Je remercie les animateurs d'Égalité et Réconciliation de Lille de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. C'est un plaisir pour moi, car tout particulièrement parce que j'ai participé au tout premier moment d'Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, alors que c'était une toute petite structure. J'étais l'orateur lors des 2 premières universités d'été d'Égalité et Réconciliation, en région parisienne. Et voilà, anecdote personnelle, je ne suis pas membre d'Égalité et Réconciliation, mais mon épouse l'est.
Voilà. Alors, vous parlez de la pensée d'Alexandre Dugin, c'est pour moi vous parlez d'un homme, d'un ami et d'une aventure de l'esprit commune, puisque en écrivant ce papier, je me suis quand même rendu compte que je connaissais Alexandre Dugin depuis 1991. Donc, ça, je le sais. Il ne faut pas me raconter des histoires. Or, quand quelqu'un est capable de faire le grand écart comme le fait Soral, je regrette beaucoup, c'est pas question. Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis... Pardon, je Allez-y. veux rajouter quelque chose. Parce que c'est pas parce que Soral est comme ça que je veux jeter égalité, réconciliation aux orties. Il y a, heureusement ou malheureusement, ça lui sert de caution, des éléments très valables à égalité et réconciliation. Oui. Ne serait-ce Et que... les livres qu'il publie aussi. Comment? Et les livres qu'il publie aussi. Les livres qu'il publie aussi. C'est incompréhensible, mais je ne comprends pas, il y a quelque chose. Puis alors, il faut tout de même rappeler le parcours de Soral. A-t-il renié sa formation marxiste? A-t-il renié son admiration de De Gaulle? Non, ça c'est la qualité. N'est-il pas toujours à faire l'éloge du Front National, que cet été du temps de Le Pen ou de Marine? Quand on voit comment tout ça a évolué, ce qu'il y a derrière, il y a un problème. Alors, est-ce que je délire complètement? Ou bien est-ce que malheureusement, je pointe du doigt la vérité? Par rapport au soutien à Marine Le Pen et compagnie, Rivarol était, et vous me disiez d'ailleurs, avait soutenu De Gaulle à une certaine époque, a soutenu Le Pen encore dernièrement. Tout à fait. Ah, mais alors, Rivarol, Diane, encore une fois, merci de relancer là-dessus, parce qu'effectivement, il y a une chose qui m'a toujours intrigué dans Rivarol. Comment peut-on expliquer que Rivarol, qui tout de même apparemment était pour l'Algérie française et pour la défense de notre héritage dans l'Empire français, etc., ait pu faire voter en 1958 pour De Gaulle, comme les Le Pen et compagnie, Tixier-Vignancourt et compagnie. Donc c'est toute une droite soi-disant nationaliste, qui a fait voter pour De Gaulle, le destructeur de la France. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique, et je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi, entre autres, au moment des présidentielles de 2007 notamment, et je crois les suivantes aussi, Rivarol ou tout au moins un certain nombre de ses collaborateurs, soit ont fait voter Sarkozy, soit se sont abstenus, ce qui a permis, en tout cas aux dernières présidentielles, qui a permis à Macron de passer. Donc, cette curieuse collusion avec Sarkozy, puis collusion avec Macron, il y a un problème. Il faudrait qu'on m'explique. Très bien. On a à peu près fait le tour. Je dois juste rajouter une petite chose. Je me suis trompée tout à l'heure sur le nom de cette personne qui est rédacteur en chef de Paris Match. Son nom, c'est Bruno Jeudi. Et en fait, Bruno Jeudi, ah oui. Voilà. Connu. Et depuis 2014, il est le rédacteur en chef au service politique et économie du Paris Match. Et de BFM TV. BFM TV, c'est possible, exactement. À la rentrée 2016, il rejoint BFM TV. Et en fait, il y aurait eu des tweets ou peut-être des messages, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou Twitter, comme quoi Bruno Jeudi, en tout cas, était au courant du travail d'Hervé Ryssen. C'est évident qu'il est avant de le prendre en photo. C'est évident. On n'est pas chroniqueur de Match et de BFM TV, entre autres. Et c'est une autre chaîne aussi sur laquelle il est, je ne sais plus lequel c'est. Il se présente comme... Ça. Il se présente comme un expert de la droite française, donc il connaît tout ça, quoi. Non, mais My foot, comme disent les Anglais. Oui, non, mais tout ça pour dire qu'il connaît toute la droite, y compris l'extrême droite. Et alors, il faut tout de même souligner, rappeler pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne creusent pas, dont parlait Manuel tout à l'heure, dans la paresse de nos milieux,
que BFM TV est la propriété de l'Israélien Patrick Drey. Donc, qui retrouve toujours la même communauté. C'est vrai. Je livre ça Oui. à la perspicacité de certains. Oui, Peut-être que parmi ceux qui vont nous écouter ce soir, certains ont des données qu'ils nous fourniront. C'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs après nos entretiens, c'est que des gens que je connais ni David ni Adam me disent « Mais vous savez, monsieur, il y a ça aussi que vous devriez savoir. » C'est comme ça qu'on apprend à chaque fois un petit peu plus. Et alors, pensez-vous qu'Hervé Ryssen est en prison ou on n'a pas de preuves là-dessus, mais... Vous savez très bien qu'on a évoqué la chose, parce que c'est tout de même, et là encore, merci de relancer la chose là-dessus. Rappelez-vous, lors du dernier entretien, j'avais fait remarquer une chose tout de même assez particulière, c'est que Ryssen n'avait pas fait appel de sa condamnation. Comment se fait-il? En général, tout un chacun peut faire appel, mais c'est comme si, et c'est la thèse que je plaidais lors du dernier entretien, c'est qu'il avait besoin d'aller en prison, tout au moins apparemment d'aller en prison, pour redorer son blason. En plus de 30 000 euros d'amende, toi tu as des amendes qui se montent à 50 ou 60 000 euros, moi aussi ça doit... Quand on aime, on compte pas. Voilà, quand on aime, on compte pas. Moi aussi ça doit se monter à 50 60 000 euros. Moi j'ai de la prison ferme, écoutez, là je dis ça pour le public, je suis allé chercher mon courrier tout à l'heure à Levallois-Perret. C'était une lettre recommandée, je m'attendais à une convocation devant un commissariat, et en fait c'est le juge d'application des peines qui vient de m'écrire. Alors j'ai essayé de l'appeler parce que en fait, le rendez-vous devant le juge d'application des peines était prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 7 mai à 15h, je suis désolé, j'ai rendez-vous avec mon ami Yvan Benedetti et avec Henri de Lesquin aussi tout à l'heure. Donc je suis désolé, je ne peux pas me rendre à cette convocation. Donc j'ai appelé, je leur ai dit que de toute manière ça ne m'intéressait pas, moi les remises de peine, l'aménagement des peines ne m'intéresse pas, donnez-moi l'adresse de la prison. Alors je vais écrire un courrier pour dire ce que je suis en train de vous dire. Et rappelez-vous aussi toute l'analyse que j'avais fait avec vous, puisque vous m'avez tous les deux bien renvoyé la balle. Et ce très curieux entretien de l'avocat, oui, très curieux avocat, Maître Bonneau, adjoint de Maître Viguier, qui est l'avocat de Comme c'est curieux de Soral, et qui essayait d'expliquer pourquoi Ryssen n'avait pas fait appel. Mais il essayait d'expliquer, mais il n'expliquait rien du tout. Le fait est, c'est que Ryssen n'a pas fait appel, ce qui fait qu'il a été mis en prison. Alors le problème, comme vous le soulevez à l'instant, à nouveau, est-il réellement en prison? Alors Bourbon m'a répondu justement dans sa dernière missive en me disant « Ah mais il est en prison, oui, parce que j'ai correspondu avec lui. » Et Maître Viguier a été lui rendre visite. Et Maître Viguier est allé lui rendre visite. Bravo Diane de rajouter ce petit élément que j'allais oublier. Mais c'est pas une preuve. Viguier peut dire ce qu'il veut s'il est de mèche, comme Bonneau. Alors est-ce que Bourbon croit qu'il suffit d'écrire à quelqu'un qui est en principe en prison pour être sûr qu'il est réellement en prison? Et alors, argument, contre-argument. Y a-t-il eu des témoignages de personnes qui sont allées voir Ryssen en prison? J'en connais aucun. Non plus. Pourtant, il doit en avoir des lecteurs qui le soutiennent. Non, mais c'est imparable. De toute façon, il va être, aux dernières nouvelles, le mois prochain, il va être extrait de sa cellule pour être présenté à un magistrat. Oui, à la 17e chambre. À la 17e chambre, parce que il a été condamné, j'ai vu rapidement, il a été condamné pour la vidéo qu'il avait mise sur YouTube, sur les Juifs, l'inceste et je ne sais pas quoi, qui lui a valu 1 an de prison ferme. En première instance, il a été condamné pour quelques lignes dans son dernier livre Plaidoyer pour la liberté d'expression. Et je crois qu'il avait été, ce qui lui a valu aussi, c'était par rapport à quelque chose qu'il avait publié sur Facebook. Il y a
c'était l'image de l'entrée du camp d'Auschwitz, avec devant les acteurs de La Vérité si je mens. Je crois que c'est ça. C'est sur ces 3 faits qu'il a été, c'est pour ça qu'il a été jeté en prison. Alors, est-ce qu'il aurait pu faire appel? Je ne sais pas. Est-ce que tous les recours étaient épuisés? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Bah non, si c'est Non, en première instance, il peut faire appel. Manuel, faire appel, c'est un recours. Oui, mais est-ce qu'il avait déjà fait appel ou pas? Bah non, c'était en Notamment- première instance. Mais non, justement, c'est ça qu'il y a de suspect. Alors, je sais, il avait fait appel concernant l'histoire de la devanture du camp d'Auschwitz. De mémoire, la première instance date de 2016 ou 2015, je sais pas. Et après, sur celle-là, il a fait appel. Concernant la vidéo, il reste sur des messages antisémites sur Twitter et Facebook ou je sais pas trop quoi. Je crois que je sais pas s'il a fait appel. Je pense pas. Je ne pense pas. De toute façon, Manuel, de toute façon, bon, ça c'est de l'histoire relativement passée. Oui, Le problème oui, concerne son incarcération actuelle. Pourquoi n'a-t-il pas fait appel, ce qui est suspensif, de son incarcération? Bah, déjà, De la condamnation plutôt. le plus simple, ça a été dit, je crois, soit sur VK, non, soit sur Gab, je sais plus, qu'il n'a même pas demandé à avoir un avocat. Ce qui est le droit le plus strict, même si vous n'avez pas d'argent. Vous faites très bien de le rappeler. Non, il se pose en victime. Justement, même si vous n'avez pas d'argent, on vous donne un avocat commis d'office, peu importe, mais vous avez le droit à l'avocat. Évidemment. Et puis, je pense que tout de même, certains ont intérêt à l'aider, notamment du côté de Soral, puisque son principal avocat, c'est Vigée. Pas oublier que Soral vend les livres de Rissen. Alors, c'est une autre chose que je trouve très étrange. Comment se fait-il que tous les ouvrages du professeur Forisson ont été interdits sur le territoire national? Comment se fait-il que la LICRA a attaqué contre-culture concernant certains ouvrages, notamment La France juive de Drummond, l'antisémitisme, son histoire et ses causes, et j'en passe, et ne fait rien concernant le livre de Rissen, qui sont quand même considérés antisémites? Oui, très bonne question. Bravo. Question aussi. Une autre question. Je comprends pas. Donc, il est antisémite, il est un ennemi, mais je comprends pas. Perso, je ne souhaite pas. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Manuel, mais si vous comprenez, parce que vous êtes un garçon intelligent, votre question est la démonstration parfaite, justement, de ce qu'il y a de louche dans cette histoire. Alors, moi, je l'avais dit précédemment et je répète, je ne suis pas pour l'interdiction des livres de Rissen, loin de là. Je souhaite qu'ils vendent le maximum, que les gens puissent lire, etc. Pas de problème, voilà. C'est pas pour ça, je ne suis même pas d'accord avec son incarcération. Si, parce que c'est des livres de presse, c'est n'importe quoi. Voilà. Vous savez très bien quel a été le contenu de mon éditorial, mon bouquet à l'époque, quand on a appris son incarcération. C'était sur le thème, on n'est pas du tout d'accord avec son parcours, mais il est inadmissible que quelqu'un puisse être condamné pour ses écrits. Oui, tout à fait. Il faut discuter ses écrits. C'est un petit peu la même démarche que nous avons par rapport à ce que nous disons ou que j'écris, etc. Si on n'est pas d'accord avec ce que l'on dit, il faut démontrer qu'on se trompe. Voilà. Ça oui. Alors, que les instances juives qui ne sont pas d'accord avec Rissen pour certains de ses livres démontrent qu'il a raconté des histoires. D'ailleurs, il y a une chose qui me dérange un petit peu dans ce genre de littérature à la Rissen, c'est que vous savez très bien que je déteste mettre toute une communauté dans le même sac. Oui, tout à fait. On peut reprocher à certains juifs certaines choses, ce que nous faisons, mais il n'est pas question de culpabiliser l'entièreté du peuple juif, pas plus qu'on nous le faisons
pour l'ensemble des musulmans. Évidemment. Est-ce que les catholiques sont monolithiques? Est-ce que les musulmans sont monolithiques? Est-ce que les juifs sont monolithiques? Alors, un petit peu de discernement, s'il vous plaît. C'est pas pour vous que je dis ça d'ailleurs. Oui. À propos de discernement, vous avez régulièrement de l'avance pour détecter les personnes louches, entre guillemets, et vos jugements sont souvent justes. Je pense notamment à... Pourquoi souvent, Diane? Bon, c'est pour l'humilité. À Trump, par exemple, où depuis le début, vous mettez en garde contre ce personnage qui ne nous veut pas que du bien, qui n'est pas forcément anti-mondialiste comme on veut bien nous le faire croire. Alexis Cossette-Trudel et la mouvance QAnon aussi, qui s'avère être finalement un pétard mouillé. Aussi Conversano, vous avez été le premier à dénoncer Conversano quand tout le monde venait poser ses fesses sur son canapé, etc. Alors la question qui nous vient, c'est quels éléments mettent en route votre radar? Qu'est-ce qui éveille vos soupçons? Bon, alors concernant mon radar, vous avez oublié tout de même 3 individus. Henri de Lesquen, Oui, évidemment. Serge de Beketch, Bernard Anthony, qui ont été les 3 justement à m'inventer une mère musulmane pour essayer de neutraliser les mises en garde que je faisais envers eux du fait de leur sionisme. Donc bon, effectivement, je ne sais pas si c'est du flair, non, je ne pense pas que ce soit nécessairement du flair, mais je suis quelqu'un de très pragmatique. J'observe les actions et les déclarations de tout un chacun. Quand il y a quelque chose qui me semble être contradictoire dans un comportement, je me dis, tiens, c'est curieux, ou bien c'est un esprit faux, ou bien c'est un esprit tordu. Et à partir de là, je mets observer la personne comme un scientifique qui observe un microbe ou une bébête sous le microscope. Donc, tout simplement ça. Alors, Trudel, vous savez très bien que dès le début, il y avait des choses qui me semblaient bizarres, notamment dans son soutien, mais sans nuance, de Trump. Or, Trump, moi je veux bien, pour certains qui ne voient que l'affaire de son soi-disant soutien enfin, sa soi-disant condamnation de l'avortement. Bon, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il a un public et il est obligé de donner quelques gages quand même. Mais à côté de ça, que fait-il? Il est à plat ventre devant Israël. Celui qui mène la politique américaine au Moyen-Orient, c'est son beau-fils Jared Kushner, qui, comme notre Bernard Kouchner, est de même origine. Et il y a un problème là. Alors, je ne vois pas pourquoi on défendrait plutôt Trump plutôt que Biden, puisque tous les deux sont à plat ventre devant les Juifs. Pour moi, c'est kiff-kiff. La seule chose qui me dérange actuellement dans ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est pour une question de justice, d'honnêteté. Si réellement, comme apparemment, Biden et ses partisans ont truqué les élections dans les proportions qui semblent apparaître, on ne va pas évidemment défendre Biden. On défendra plutôt Trump pour une question de simple honnêteté. Mais ce qui n'enlève rien à la condamnation que je fais, en tout cas personnellement, de la politique de Trump. En tout cas, Trump est soutenu par... N'oubliez pas, Trump, non seulement fait tout ce que demande Israël contre les Palestiniens, mais c'est lui qui entretient toujours le foyer d'infection en Syrie. Et qui est-ce qui a fait assassiner le général iranien Soleimani? Les États-Unis, non? Que je sache. C'est encore un gage, non? Comparé à ses prédécesseurs, il n'est pas entré en guerre, il a quand même été un président plus pacifique. Mais c'est une guerre à l'armée, c'est une guerre à bas bruit, Diane. Mais la guerre est là. Et pour le peuple américain, est-ce qu'il a été meilleur? Alors, sur le plan économique, probablement oui, c'est un bon manager. Mais est-ce que c'est suffisant pour appuyer quelqu'un? Bon, pour recentrer notre sujet, donc, parce que ce n'était pas Trump au départ notre sujet quand même, donc vous n'avez pas des éléments
peut-être quand quelqu'un Mais est si, trop mais excessif. justement, Diane, quand je commence à me méfier de quelqu'un, c'est que quelque chose dans ses déclarations a été comme une sonnette pour moi, comme une sonnette d'alarme. Et c'est pour ça que dès le début, je dis, et Dieu sait si j'ai eu des messages de personnes me disant, Cosette ceci, Cosette cela, je leur disais, il y a des petites contradictions, regardez ça de plus près. Et pourquoi non, la même chose? Dès le début, j'avais constaté qu'il y avait une petite tendance sioniste là derrière, comme c'est curieux. Et rappelez-vous, vous avez oublié aussi un autre élément, Bannon. Oui. Bannon aussi, Mhm. pour les mêmes raisons. Oui, non, mais il y a toute une liste, hein, je ne vais pas la faire Non, en mais entier, mais c'est vrai que oui. vous avez... Diane, je dirais que c'est ma déformation professionnelle. Je suis un scientifique, j'observe le microbe à la loupe. Et quand je suis sûr qu'il y a un problème, je dis il y a un problème. Emmanuel. C'est pas que j'ai un QI extraordinaire. D'ailleurs, rappelez-vous qu'Alain Benoît avait dit que j'avais un QI à 2 chiffres et encore avec une virgule au milieu. Ça, je la retiendrai. Et voilà, encore un exemple d'individu qui est incapable de répondre à ce que je mettais en lumière de sa prose. Écoutez, ceux qui ont lu mon livre Enquête sur la nouvelle droite savent très bien la littérature odieuse, blasphématoire d'Alain Benoît vis-à-vis de la religion catholique et du Christ lui-même. Il y a des pages dans sa revue Éléments qui valent la peine du détour. Alors là, encore une fois, vous savez, je me base encore une fois sur des faits, sur des textes. Emmanuel, question suivante. La question suivante, voilà, c'est une reproche. Un auditeur vous reproche d'avoir fait un entretien avec Jim Leveilleur, gnostique rosicrucien. Que lui répondez-vous? J'avoue que j'ai hésité, ça je le dis, je ne sais pas ce qu'il m'entendra. Je le dis, j'ai eu une hésitation parce que je connaissais cet aspect-là. Mais ce qui m'a fait accepter, c'est que par ailleurs, ne sachant tout de même pas quelle était la profondeur de son engagement de ce côté-là, c'est un avis qu'il a. Maintenant, est-il au courant de ce que c'était réellement les Rosicruciens et compagnie? Je n'en sais rien. Mais ce qui m'a intéressé dans sa démarche, c'est que tout de même, il était très très proche de notre dénonciation du mondialisme messianique et de tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand je vois qu'il y a tout de même une compatibilité, je me dis que ça vaut la peine d'apporter ma contribution. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à un moment donné dans l'entretien, je ne sais plus comment c'est venu, c'était à propos de la maçonnerie, j'ai rappelé que le fronton des édifices maçonniques, il y a le jet de la gnose. Oui. Et Jim Leveilleur ne m'a pas contredit. Donc ça leur a peut-être aidé à réfléchir. Mais parce que dans son système gnostique, ça va avec. Si on est christique, comme il dit, on accepte une spiritualité commune, comme quoi il y aurait une source commune entre toutes les religions. Voilà, il n'y a pas de... Je vois pas pourquoi il vous aurait contredit là-dessus. D'accord, mais alors là, c'est ne pas voir ce qu'il y a de caché derrière la gnose. Qu'elle soit dite chrétienne ou pas, comme le défendait l'abbé de Tannouarn ou l'abbé Sellier. Oui, il y avait pas, je me rappelle de votre entretien avec Jim Leveilleur, il n'y avait pas de raison pour lui de contredire. Il peut y avoir une gnose chrétienne, il pense qu'il y a une gnose chrétienne. Il pense. Non, alors vous savez quelle est ma critique de la gnose par rapport au christianisme? Encore une infiltration. Bien entendu. On reste dans le thème. Non, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, mais tout de même, l'ensemble de sa critique aujourd'hui est tout de même très anti-complot mondialiste. Ah oui, non, je parle pas. Je dis que la gnose était une infiltration dans la chrétienté. Bien entendu. Pas Jim Leveilleur. Alors, il y a la différence entre la gnose et le christianisme, dans la mesure où certains disent, comme Tannouarn ou Sellier,
qu'il peut y avoir une gnose créteuse. La gnose, le principe de la gnose, c'est que c'est réservé à une élite qui reçoit la connaissance. Et ça, c'est l'essence même de la maçonnerie. C'est de l'ésotérisme. Il promet toujours la connaissance au fur et à mesure que l'individu va gravir les degrés. C'est comme ça qu'on le mène en bateau jusqu'à sa mort. Le christianisme, c'est quoi? Révélation. Une vérité révélée qui est faite pour tout le monde, du plus intelligent au plus bête. Et souvent même pour les plus simples. On l'accepte, on l'accepte pas. Oui, parce que le message est simple. Et c'est même parfois pour les plus bêtes, même enfin pas les plus simples. Qu'est-ce que je viens de dire? Il y a une phrase qui dit, je l'ai pas exactement, mais merci mon Dieu d'avoir caché au plus grand et de l'avoir révélé au plus petit. Quelque chose. Là. Je ne sais pas exactement le verset. Qui est très souvent vrai. Et d'ailleurs, sur le plan politique, on constate très souvent que des gens simples, je ne dirais pas simples d'esprit, mais simples, sont beaucoup plus intelligents sur le plan pratique, pragmatique, que certains intellectuels. Ou pseudo-intellectuels, on en connaît quelques-uns dans nos milieux, y compris traditionnalistes, qui ne se piquent pas, très bien d'être un peu plus modeste. Oui, voilà, c'est Matthieu 11, 25. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. S'il y a une vérité, elle est faite pour tout le monde. Et c'est ça que la gnose n'est pas. Absolument. Comment expliquer que l'ennemi, donc aussi bien, parce que la gnose finalement ça a été une infiltration pour détourner le message chrétien. Oui. Comment expliquer que l'ennemi arrive donc à s'infiltrer aussi facilement, aussi bien, et comment expliquer donc la passivité, la naïveté de nos milieux, aussi bien catholiques que nationalistes? Par une formation insuffisante, par un manque de discernement, ça c'est certain. Vous savez, chez les individus, il y en a qui comprennent les choses rapidement, et d'autres, il faut leur expliquer. Et puis, il y a l'orgueil aussi. Quand on vient de dire à des gens, vous savez, ce qu'on va vous révéler, c'est réservé à une élite, et vous allez en faire partie. Alors, vous voyez le torse qui se bombe, les biceps qui se gonflent, etc. Il y a un aspect d'orgueil, de vanité qui joue dans cette démarche. Ça me fait un peu penser aussi à la lettre de Saint Paul, où il disait quelque chose comme qu'on fait pas le bien qu'on veut faire, mais on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette idée-là aussi de dire... Oui, vous connaissez la vieille formule que le pavé est rempli de... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, tout ça. Ça traduit encore mieux. Manuel, je te laisse prendre la suite. La suite, Florian Rouanet a pondu un article moquant les complotistes. Il en va de même pour Adrien Abosit, qui dans sa dernière vidéo les accuse d'être fous. Que leur répondez-vous? Que voulez-vous répondre à des gens qui ne veulent pas voir les choses? C'est difficile. Alors Abosit, j'ai vu rapidement ses dernières déclarations. C'est curieux. D'abord, il a une suffisance qui, franchement, m'indispose. Il aligne des lieux communs avec un air comme s'il révélait de grandes vérités. C'est risible. Mais vous savez à qui me fait penser d'ailleurs à un type avec qui il s'entend bien, Rougeron. Ils ont la même morgue, je trouve. C'est pas tout de moquer les complotistes. Je voudrais que Abosit notamment, que Rouanet notamment, viennent dire il n'y a pas de complot pour telle et telle raison. Parce que c'est pas tout de nier. Encore faut-il démontrer que ceux qui sont de pauvres complotistes par petite misère intellectuelle racontent des histoires. Donc c'est très
facile de nier et de ridiculiser. Moi, ce que j'attends, c'est la démonstration contraire, qui ne vient jamais. Et- Alors, il y a tout de même quelque chose de très curieux dans le jeu de Rouanet. Ah, C'est- excusez-moi, avant de parler de Rouanet, est-ce que je peux me permettre une petite remarque Oui. sur Abauzit, Oui, qui lui, sous ses airs pontifiants, moralisateurs, de grands chrétiens, ça ne le dérange pas d'être à Radio Athéna, qui est la radio de Lesquin, le crypto-maçon qui appelle les musulmans à se convertir à l'islam, quoi. Il n'y est pas un petit peu et comme alors, La maçonnerie. à la maçonnerie, maçonnerie, pardon, les à la musulmans à maçonnerie. se convertir à la Diane, maçonnerie. je vous embrasse. Non, mais merci. Magnifique comme rappel, ça, effectivement. C'est magnifique. Qui ne croient pas du tout à l'islam et qui ne cherchent qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en dégager. Absolument, c'est un tiers. De se convertir, d'abandonner l'islam. L'idéal serait qu'ils se convertissent Oui, absolument. au christianisme, ce serait bien, au moins, ou alors sinon la franc-maçonnerie, si vous préférez, mais Oui. bon, en tout cas, qu'ils quittent l'islam, parce Oui. que l'islam est incompatible avec l'identité nationale de la France. Ce n'est pas une critique de l'islam, c'est simplement un constat. Et vous savez très bien que depuis des années, je dis, sans avoir nécessairement la preuve qu'il est franc-maçon, qu'en tout cas, il est crypto-maçonnique. Et rappelez-vous, et c'est ça qui m'a valu sa haine tenace, parce que je l'avais démasqué, c'était au début des années 2000, quand j'étais tombé sur un texte de lui dans la lettre du Club de l'Horloge numéro 40, dans lequel il déclarait que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Donc, le roi de France qui ont fait la France, ça n'existe pas. Donc, la France n'existe qu'à partir du moment où la République, la révolution maçonnique dite française, a créé la France. Non, mais Voilà. c'est Oui. typiquement maçonnique comme déclaration. Et donc, Abauzit participe Radio Athéna. Donc, et bravo Diane, encore une fois, bravo d'avoir rappelé ça, parce qu'il y a tellement de choses à rappeler Donc, que je ne peux pas sur le moment dans la discussion, dans le feu de la discussion, me rappeler de tout. Et heureusement que vous êtes là tous les deux, justement, pour me rappeler des choses que j'aurais pu oublier. donc on pourrait renvoyer à Abauzit, le renvoyer justement à la parabole de la paille et la poutre. Oui, tout à fait. Il a déjà retiré ça. Alors, il y a aussi une chose, regardez, on peut faire un parallèle entre la démarche d'Abauzit et la démarche de Zemmour. Tous deux ont utilisé le cadavre du maréchal Pétain pour se faire bien voir dans nos milieux, entre guillemets. C'est à partir de là qu'ils se sont créés leur réputation. Et c'est à partir de là qu'ils ont bâti leur tromperie. Parce que Abauzit, là, toute son œuvre, c'est de pousser les catholiques à devenir sédévacantistes. Tout à fait. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que aussi bien Abauzit que Rouanet sont sédévacantistes. Et Bourbon aussi. D'ailleurs, je vous laisse enchaîner sur Rouanet, vous alliez dire tout à l'heure, puisqu'il a moqué dernièrement le complotisme. Ah, et on en avait fait état, je crois, dans le dernier ou l'avant-dernier entretien, ça nous avait tout de même un petit peu surpris de cette première attaque, enfin il y en a eu peut-être eu d'autres avant, mais on n'avait pas vu, contre les complotistes avec Cyprien de Salm, qui est collaborateur de Rivarol, comme c'est curieux. Mais là, Non, dernièrement, il a refait un article accusant même Pierre Hilard, vous également, et je ne sais plus qui, une troisième personne. Voilà, de tenir des propos complètement Alors que Rouanet cherche noir, exagérés. un malheureux Hilard, qui en dit tout de même moins que je n'en dis, s'apprécie, mais il est de quel côté Rouanet? Ah oui, mais c'est celui qui faisait l'apologie de Pictola Mirandol, le plastique. C'est curieux, non? Mais ce qui est intéressant avec Rouanet, surtout, c'est les personnes qui sont derrière lui. Il y a un certain David Vesser. Voilà, j'attendais, je vous tendais la perche, j'attendais ça. Alors, cet individu, justement, qui est-ce? Ben, je ne sais pas, mais il a l'air de faire un travail influenceur auprès de gens de nos milieux, entre guillemets, puisqu'apparemment, il aurait également contacté Amalek et d'autres, leur vantant l'hellénisme, leur disant que finalement, ils exagèrent quand même,
leurs propos sur le antisémite sur le mondialisme sont exagérés. Alors, Enfin, c'est voilà. intéressant, j'ai vu ce texte d'ailleurs. C'est très intéressant parce qu'il commence par jeter des fleurs à Amalek, Oui. et puis après, pour lui remonter les bretelles comme un docte professeur. Alors, petit détail en passant, cette personne, Vessière, hein, c'est ça, Oui, David est Wesser. collaborateur d'Écrit de Paris. Ah, donc il travaille pour Rivarol en quelque sorte. Oui, va. Vous ne trouvez pas ça curieux? Alors, pas dernièrement, mais enfin, j'avais tout de même attiré l'attention de Bourbon sur l'aspect curieux de certains de ses collaborateurs. Il y a même plusieurs années, j'avais mis en garde Bourbon vis-à-vis d'un certain Stépinac, qui écrivait aussi dans Écrit de Paris, je ne sais pas ce qu'il est devenu, qui tapait à bras raccourcis sur le nationalisme. C'est peut-être le même, hein, c'est peut-être Wesser. Et alors voilà Bourbon, encore une fois, déjà à l'époque, qui ne réagissait pas, qui laissait faire. Il y a un problème. Alors je le dis calmement, je dirais même, je le dis amicalement à Bourbon, attention, vous êtes en train de vous brûler. Et puis je croyais qu'il voulait faire le nettoyage des écuries d'Augias. Ah oui, bah, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Hein. Alors en fait, il a eu un mouvement d'humeur et je m'y suis laissé prendre malheureusement quand il a fait son éditorial dans Rivarol sur nettoyer les écuries d'Augias, dans lequel il reprenait ma formule. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait eu un mouvement d'humeur du fait du comportement de tous ceux qu'il choisit habituellement, les Benedetti, les uns et les autres, qui ont les honneurs réguliers de Rivarol, parce qu'ils ne l'ont pas du tout soutenu quand il a dénoncé le rôle néfaste justement des brigandes, aussi structure d'infiltration. Et ça s'est limité à un mouvement d'humeur, parce que Bourbon, malheureusement, ne va pas au bout des choses, parce qu'il a peur, physiquement. Je le répète, et en plus de ça, je peux le dire, puisque c'est lui-même qui nous l'a dit. Et vous étiez là. Eh bien, je pense que nous avons fait à peu près le tour de cette première partie, infiltration, neutralisation, déviation.